Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans un nouveau portrait d'histoire antique. Entre 376 et 476 s'étend un siècle d'instabilité pour l'Empire romain, précipitant la fin du plus grand empire en cette période. Pourtant, dans ces temps difficiles, des grands personnages arrivent à s'imposer et chacun à leur manière réussissent à prolonger l'histoire de l'Empire d'Occident sur au moins une génération. Considérés comme des héros par les passionnés de Rome 2000 ans plus tard et pourtant rejetés par leurs contemporains, c'est sur ces personnages que j'aimerais braquer les projecteurs. Dans cette vidéo, c'est sur le premier d'entre eux que nous allons nous pencher. Un Romain d'origine vandale du nom de Stilicon. Pourquoi s'intéresser à ce personnage en particulier? Pour plusieurs raisons. D'abord, il évolue dans le contexte du début des invasions barbares. Il connaît durant sa vie à la fois l'arrivée des Goths de 376 et la grande traversée du Rhin de 406. De plus, sa vie témoigne des difficultés des tensions qui séparent les barbares des Romains, un élément important pour comprendre cette période à l'origine de beaucoup d'idées reçues. Flavius Stilicho, de son vrai nom, est né vers 360 dans la partie orientale de l'Empire. Son père, bien que descendant du peuple barbare des Vandales, est lié à la dynastie impériale des Valentiniens, puisque son père était dans la cavalerie rapprochée de l'empereur Valens, empereur d'Orient de 364 à 378. Il rentre tôt dans l'armée et atteint rapidement une place élevée dans un contexte de tension dans l'Empire romain d'Orient. En effet, vers 376, plusieurs peuples goths avec l'accord de l'empereur migrent dans l'Empire pour fuir les attaques huns. Cette migration est très mal gérée par les autorités thraces, chargées de s'occuper d'installer les Goths. La situation dégénère et l'Empire doit faire face à une armée barbare à l'intérieur de son territoire. L'armée romaine échoue à ramener la paix dans l'une des plus grandes défaites de l'Empire romain, la bataille d'Andrinople en 378, où l'empereur Valens lui-même trouve la mort. Son successeur est le premier d'une nouvelle dynastie impériale qui dominera l'Empire pour la première moitié du 5e siècle, l'empereur Théodose de la dynastie des Théodosiens. Jusqu'alors, nous ne connaissons quasiment rien de la vie de Stilicon, mais c'est sous le règne de Théodose que notre descendant barbare commence à se démarquer. Il intègre les troupes d'élite de l'Empire et est envoyé aux quatre coins de l'Orient pour des missions diplomatiques. Sa fidélité et son dévouement lui vaut d'obtenir la main de la nièce de l'empereur, une belle jeune femme du nom de Serena qui lui donne deux filles, Maria et Termentia, ainsi qu'un fils Eucher. Être le fils d'un officier très haut gradé et réussir des ambassades notamment en Perse lui assure une ascension fulgurante. En 385, il devient maître de la cavalerie, puis en 387 commandant des armées de Thrace, soit magister militum. Il est alors en charge des armées d'une région extrêmement instable de la taille de la Bulgarie. Cette montée de grade montre la confiance que l'empereur lui accorde. En 394, il participe à l'une des plus importantes batailles du IVe siècle, la bataille de la Rivière Froide. 2 ans plus tôt, soit en 392, le dernier membre de la dynastie des Valentiniens du nom de Valentinien II est renversé par un Franc du nom d'Arbogast et un Romain du nom d'Eugène qui se proclame empereur romain d'Occident. Normalement, à la mort d'un empereur, c'est à l'autre partie de l'Empire de désigner le successeur. Ici, Théodose, empereur d'Orient, n'est pas pris en considération. Cette humiliation, suivie par des persécutions envers les chrétiens, pousse l'empereur Théodose, très chrétien, à affronter l'usurpateur. Les armées des deux parties de l'Empire se font face aux abords de la rivière Frigidus, d'où le nom de la bataille de la rivière froide. Les deux armées sont composées de beaucoup de contingents barbares pour pallier à la vitesse auquel les événements ont dégénéré. En Orient, c'est majoritairement des guerriers goths, dirigés par le célèbre Alaric, dont beaucoup ont participé aux révoltes de 378. Stilicon, lui, se place en second de l'empereur et comme beaucoup d'autres, est inquiet car l'armée orientale est défavorisée. L'empereur Théodose engage de nombreuses escarmouches où il envoie à la mort les guerriers goths, une sorte de revanche de l'humiliation subie par l'Empire d'Orient. Ces affrontements sont quasiment toujours des échecs et les barbares sont de plus en plus agacés par les pratiques de l'empereur. De leur côté, les occidentaux célèbrent de façon très explicite leur petite victoire, n'hésitent pas à mettre en avant des statues païennes pour humilier l'empereur chrétien. Au bout de quelques temps, cependant, le vent se lève violemment et envoie des nuages de poussière dans l'armée occidentale, et Théodose y voit un signe de Dieu. Il réunit ses hommes, ordonne la charge par un signe de croix. La bataille, bien que terrible, est une grande victoire pour l'empereur très chrétien. Il fait exécuter l'usurpateur et décide de conserver le pouvoir occidental pour lui et son second fils Honorius, qu'il fait César. Stilicon a pris grandement parti de la bataille et devient le maître absolu des armées de l'Empire. Mais les réjouissances sont de courte durée, car dès l'année suivante, l'empereur Théodose meurt subitement de maladie, et l'Empire est divisé entre ses deux fils. Arcadius, le fils aîné, dirige l'Orient, alors qu'Honorius prend contrôle de l'Occident. Le testament de Théodose place Stilicon en tant que régent de l'Occident, car Honorius n'était alors âgé que de 11 ans. Mais il semblerait que ça n'ait pas suffi à Stilicon, puisque peu de temps après la mort de l'empereur, il fait courir la rumeur que l'empereur lui aurait promis aussi la régence de l'Orient pour garder l'Empire uni. Mais l'idée ne prend pas, et l'Orient refuse de lui reconnaître la moindre légitimité. À partir de là, Stilicon se fera d'objectif de réunir de nouveau les deux parties de l'Empire, peu en importe le coût. Comme nous l'avons vu, Stilicon est d'origine orientale et n'a que peu de liens avec la sphère politique d'Occident. Pire encore, beaucoup d'anciens soutiens de l'usurpateur Eugène sont encore en place et le considèrent comme un ennemi. Avant toute action, Stilicon doit assurer les bases de son pouvoir et pardonne en partie au soutien de l'ancien usurpateur et adoucit la politique religieuse qui était mise en place sous Théodose. Il se montre très généreux envers la haute société, mais tout cela a un but,
rétablir la stabilité à l'Occident suffisamment rapidement pour pouvoir se mêler pleinement des affaires politiques de sa patrie d'origine, l'Empire d'Orient. Il y a une région qui va particulièrement occuper les esprits en cette fin de siècle. L'Illyrie est une région située sur les abords de l'Adriatique et qui a l'avantage de produire de nombreux soldats pour l'armée romaine, donc d'être un atout militaire pour celui qui la contrôle. En 395, l'Illyrie est contestée par les deux parties de l'Empire bien qu'elle appartienne dans les faits à l'Occident. Cette région est alors secouée par les pillages des Goths d'Alaric, mécontents du traitement qu'ils ont reçu malgré leur soutien à l'empereur Théodose durant la bataille de la rivière froide. Stilicon utilise le prétexte de vouloir rétablir la paix dans cette région pour faire avancer son armée en Orient. Mais au lieu de s'arrêter à la frontière, il amène son armée jusqu'au port de la ville de Constantinople. Il propose alors un marché à la cour. Il cède l'Illyrie, mais le pouvoir effectif de l'Orient doit revenir à un certain Eutrope. De plus, il donne à l'Empire d'Orient un de ses meilleurs généraux, d'origine barbare tout comme lui, du nom de Gainas, espérant ainsi placer dans la cour de Constantinople des partisans de son pouvoir et de se débarrasser de rivaux potentiels. Cette sorte de coup d'état montre la faiblesse de la cour orientale. Le pouvoir effectif revient à l'eunuque Eutrope, mettant de côté l'empereur Arcadius qui de toute manière n'était pas apprécié par la cour. Bien qu'Eutrope soit redevable à Stilicon pour son ascension, il n'est pas dupe que l'idée de Stilicon est de préparer le terrain pour sa propre ascension en Orient. Il se lance donc dans une politique anti-Stilicon et devient le premier d'une longue liste de rivaux aux régents d'Occident. Il invite le comte d'Afrique Gildon à changer d'allégeance et à rejoindre l'Empire d'Orient et met de côté le général Gainas. Il brise ainsi le traité avec Stilicon qui réclame alors le retour de l'Illyrie à l'Occident. C'est pourquoi Eutrope offre à Alaric un pouvoir militaire important et l'installe avec son peuple en Illyrie. Si Stilicon cherche à reprendre ses terres, il va devoir affronter les guerriers goths déjà bien entraînés par des multiples affrontements. La stratégie d'Eutrope est terriblement audacieuse, et Stilicon doit passer les années 397 et 398 à affronter le comte d'Afrique pour éviter que la famine se déclare en Italie. Il sait que l'Orient est désormais un territoire ennemi, et pour assurer la fidélité de l'Occident, une fois revenu victorieux de l'Afrique, il donne sa fille Marie en mariage à Honorius. Techniquement, si on y réfléchit, Honorius épouse la fille de sa demi-sœur et cousine, mais bon. Eutrope était favorable aux barbares. Il accepte volontiers de traiter avec les Goths afin de leur offrir des conditions de vie bien plus supportables, ce qu'il recherchait depuis maintenant plus de 20 ans. Mais les nombreuses migrations et la montée en nombre des barbares au sein de l'Empire n'étaient pas au goût de tout le monde, et un fort courant barbarophobe se développe au sein de la cour de Constantinople. Le général Gainas avait très mal pris d'avoir été volontairement mis de côté, et on peut le comprendre, surtout que Stilicon, qui l'avait envoyé en Orient, n'a que peu fait pour améliorer sa situation. Il décide donc de lever une armée notamment composée de barbares, et de marcher sur Constantinople pour renverser celui qui lui avait tout pris, Eutrope. Déjà que les mouvements barbarophobes lui reprochaient de trop vouloir traiter avec les non-romains, le voilà renversé par un descendant de barbares. Même l'empereur Arcadius décida de le laisser faire face à son sort et l'eunuque fut exécuté. Ce nouveau coup d'état, le deuxième en 4 ans seulement, met à la tête du pouvoir les groupes anti-germains qui commencent à massacrer les barbares qui s'étaient soulevés avec Gainas et puis à étendre leur violence sur tous les non-romains de l'Empire. Pour Alaric et les siens, la situation se renverse très rapidement, trop vite même. Eutrope leur avait offert un chez eux et une reconnaissance de leur chef. Et maintenant que l'eunuque avait été exécuté, rien ne leur garantissait la tranquillité. De plus, d'autres groupes goths sont attaqués par les soldats romains, partisans du nouveau pouvoir. Pour fuir les persécutions, Alaric décide de mettre la pression sur l'Occident et sur l'Italie. En 402, lui et ses troupes marchent en Milan, qui est alors la capitale de l'Empire d'Occident. Stilicon fait réunir toutes les troupes disponibles et fait appel aux Huns pour contenir l'attaque, pendant que l'empereur déménage de Milan pour la ville de Ravenne, qui est imprenable due à sa proximité à la mer. Alaric subit une défaite décisive, mais se voit épargné par Stilicon. Encore une fois, ce dernier a de la suite dans les idées, le nouveau gouvernement de l'Orient rejette les barbares comme lui Alaric, ils ont donc un intérêt commun à rapidement mettre fin à cette situation avant que les partis anti-barbares prennent le pouvoir en Occident. En attendant, la victoire sur Alaric est éclatante. Stilicon et Honorius célèbrent le triomphe où sont réalisés les derniers combats de gladiateurs à Rome, avant que Honorius y mette fin. Stilicon est confiant en sa situation, mais ne se doute pas que l'Empire est sur le point de connaître une des périodes les plus difficiles de son histoire. En 406, après un nouveau déplacement des Huns, une immense masse de Goths dirigée par un certain Radagès traverse la frontière du nord de l'Italie. Cette fois-ci, Stilicon doit ramener tout le monde et fait vider la frontière germanique. Il offre la liberté aux esclaves qui acceptent de se battre pour l'Empire, la situation est vraiment alarmante. L'armée qu'il réunit dans la précipitation est suffisante pour obtenir une victoire décisive sur l'armée de Radagès et ce dernier est exécuté. Mais Stilicon est conscient que l'attaque des Goths n'est qu'une première étape. Si autant de barbares se sont risqués à traverser la frontière sans accord au péril de leur vie, c'est que la situation en dehors des frontières leur échappe. Et il est probable que d'autres groupes germaniques soient actuellement en mouvement. Alors qu'en Italie les Romains pensent avoir passé le plus dur, Stilicon fait recruter un maximum de Goths vaincus dans son armée afin de regonfler les rangs et il engage les négociations avec Alaric. La menace est grande et il a besoin d'hommes rapidement pour pouvoir faire face aux dangers qui s'annoncent.
Son plan, avec ses hommes et ceux d'Alaric, mettent la pression sur Constantinople pour que la province d'Illyrie retourne à l'Occident, où seront définitivement installés les Goths. En échange, ceux-ci devront servir dans l'armée romaine. De plus, la province d'Illyrie est suffisamment pourvue en troupes pour tenir la frontière orientale protégée. L'accord est vite trouvé, Alaric est fatigué des guerres et ne cherche désormais qu'un nouveau territoire sans pression par les États. Il place ses armées à la frontière entre les deux empires et attend les renforts impériaux. Tous ces événements se passèrent en l'espace de quelques mois seulement, mais malheureusement Stilicon avait pris conscience du danger trop tard, puisque dans l'hiver 406, la plus grosse vague migratoire du nouveau siècle traverse la frontière germanique. Pour accélérer ses projets contre Radagaz, Stilicon avait vidé les frontières de troupes et les seules défenses présentes sont les Francs qui tentent de maintenir les limes. Les Burgondes, Vandales, Alains, Alamans déferlent sur toute la Gaule. De plus, dans la province de Bretagne apparaît un nouvel ennemi. Cette région avait instantanément été abandonnée par l'Empire et l'empereur lui-même avait incité les habitants de la région à se débrouiller. Après 3 coups d'état sur l'île, les troupes stationnées en Bretagne élevèrent à la pourpre Constantin III qui débarque en 407 en Gaule où il établit sa capitale à Arles. Son but est de rétablir l'ordre dans la région et de se placer en héros des Romains. Il refoule les barbares au sud de la Gaule et au lieu de les écraser, il fait tomber les défenses romaines tentant de tenir les Pyrénées. Les barbares abandonnent la Gaule pour l'Espagne. La Gaule est dévastée et Stilicon tente de faire face à Constantin III qui réclame de plus en plus de terres à l'Empire. En 407, sa fille Marie meurt et sentant que la situation commençait à lui échapper, il fait épouser dans la précipitation sa seconde fille Thermantia. Finalement, Alaric lui-même, ne pouvant plus attendre avec ses troupes levées, décide de mettre la pression sur l'Occident pour accélérer les choses. Sauf que la situation ne fait qu'empirer. Stilicon leur verse de l'argent pour faire patienter les Goths, mais le Sénat et Honorius sont contre cet accord et Lampadius, un politique romain, s'écrie alors « Ce n'est pas la paix, mais un pacte de servitude ». En 408, l'empereur d'Orient Arcadius meurt, laissant un fils du nom de Théodose II en bas âge. La situation étant critique en Occident, Stilicon intime à l'empereur Honorius de rester sur place pendant qu'il participe aux décisions autour de la succession en Orient. En faisant cela, il espère mettre fin aux tensions entre l'Orient et l'Occident, qui durent depuis 395, puisque la situation en Occident pouvait trouver une solution avec une aide en Orient. Il sait cependant le danger qu'il encourt, car désormais l'Orient le voit en ennemi et ne lui pardonnera jamais ses actes. De plus, un opposant à Stilicon en Occident commence à lancer la rumeur que Stilicon partira en Orient pour renverser le pouvoir pour y mettre son fils Eucher. Bien que cela soit hautement improbable, des mouvements anti-barbares éclatent partout dans l'armée et Stilicon, se sentant menacé, fuit dans une église. On lui promet alors la vie sauve s'il se rend, mais cependant, une fois rendu, l'empereur Honorius, que Stilicon a toujours protégé, demande son exécution. La garde de Stilicon et ses soutiens dans l'Empire proposent de le libérer et d'entrer en révolte contre l'empereur. Mais de peur que cela entraîne une guerre civile dans l'Empire déjà ravagé par les pillages, Stilicon demande que son exécution ne produise plus d'autres violences. Après sa mort, son fils et ses soutiens sont pourchassés puis exécutés. L'anti-barbarisme prend de l'ampleur et faut monter les tensions entre les troupes italiennes et barbares. La situation dégénère au point que Serena, la demi-sœur de l'empereur et veuve de Stilicon, est faite étrangler sous les ordres de l'empereur. Les derniers soutiens de Stilicon et les troupes barbares préfèrent rejoindre les troupes d'Alaric pour fuir les massacres. Ce dernier attendant son heure, conscient que l'Empire ne lui offrirait plus ce qu'il était venu chercher, il allait donc devoir le prendre par la force. Au final, s'il y a bien une chose à apprendre de la vie de Stilicon, c'est les tensions entre les populations barbares et romaines. Pourtant, être un barbare ne lui a pas empêché de servir son pays avec tous ses moyens. En effet, il n'existe pas vraiment de nationalisme chez les barbares. Le IVe siècle déjà avait connu une grande pénétration de barbares parmi les élites romaines grâce à des empereurs de plus en plus conscients des difficultés de tenir les frontières protégées. Cependant, les Romains restent très attachés à l'idéal du Romain qui soumet les peuples voisins et se refusent à accepter le nouvel état des faits qui place un Germain à la tête de l'Empire. De plus, si les armées romaines sont si pleines de Germains, c'est que les citoyens romains sont de plus en plus réticents à participer au service militaire, trop contraignant et qui ne rapporte plus rien puisque l'Empire ne s'enrichit plus par la guerre depuis plusieurs siècles. Cependant, les barbares acceptent encore de se battre pour Rome, espérant obtenir une place dans l'Empire en échange de leurs services. Au lieu de s'entraider à défendre l'Empire, les Romains et les descendants barbares en ce début de 5e siècle s'engagent dans une guerre civile qui affaiblit l'Occident et renforce les nouveaux arrivants, un théâtre parfait pour une première chute de Rome. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je sais que c'est un sujet un peu compliqué, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo.